curie romaine. La question qu'on va évidemment se poser maintenant, c'est qui pour lui succéder, et puis est-ce que cette personne va être justement dans cette ligne, dans les pas du pape François? Est-ce qu'il va poursuivre ces réformes importantes? Alors tous les yeux vont se tourner dans 15-20 jours, Arnaud Alibert, sur le conclave. Les congrégations ont débuté dès ce matin et beaucoup de choses se jouent. Des candidatures émergent. C'est un moment très important qui se trame en ce moment au Vatican. Le moment est très important. Juste peut-être pour répondre à la curiosité de tous, la date du conclave n'est pas fixée. Elle sera fixée après les obsèques, donc après samedi. Et probablement, donc ça sera le début du conclave, entre le 6 et le 11 mai. Probablement pas le 6. Alors pourquoi on peut dire que probablement, vous savez, le Vatican c'est plein de secrets, mais on pense que les cardinaux qui ne se connaissent pas parce que le pape les a choisis de partout dans le monde vont faire durer le plaisir, si j'ose dire, de se rencontrer, de se discuter, de se découvrir. Donc c'est peu probable. C'est un moment agréable pour eux. C'est un moment solennel, un moment très fraternel. Les cardinaux français qui vont avec à la fois le sens de la gravité du moment, mais l'idée de faire église, de pouvoir, de toute cette pluralité, de cette diversité, faire une unité. Donc je pense que c'est quelque chose qui pour eux est une expérience humaine extrêmement forte. Donc probablement le conclave pourrait commencer le 7, le 8 mai, ça on ne sait pas. Et avant, il y a tout ce temps de discussion qui est absolument capital. Mais pour l'heure, avancer des noms, c'est d'abord à contretemps parce que aujourd'hui l'Église est en deuil, et ensuite ça serait très hasardeux. Alors évidemment, d'où viendra le prochain pape? Je vous propose, avant de donner la parole à Paul Melun, d'écouter Grégory Turpin, que l'on retrouve dans la nouvelle émission Cœurs et âmes sur Europe 1 le samedi de 14 à 15h. Peut-être le centre de la foi, de la culture chrétienne va un peu se déplacer. On a été un peu dérangé d'avoir un pape sud-américain qui venait d'une culture différente. Peut-être qu'il y avait plus de mal à concevoir que la foi était un héritage. Comme nous, en Europe, on a hérité d'une foi. Lui, il vient d'un monde où le pays a été évangélisé. Lui-même est jésuite, donc les jésuites ont évangélisé l'Asie. Et donc, c'est une foi qui doit s'inculturer dans une culture très différente. Et nous, il y a cette notion de cet héritage, peut-être qu'il concevait moins. Donc, ça va être très intéressant de savoir qui sera le prochain pape, parce que peut-être qu'il viendra d'Asie, peut-être qu'il viendra d'Afrique, et ça va décentrer. Paul Melun, ce sont les éternelles questions. C'est passionnant, évidemment, ce qui se passe. C'est absolument fascinant. Et moi, ce qui me fascine le plus dans l'élection d'un nouveau pape, c'est la continuité historique. C'est-à-dire que le système de conclave, il est apparu à la fin du XIIIe siècle, je crois en 1274, et que il vient de cette volonté justement d'échapper aux influences politiques. Puisqu'auparavant, dans le haut Moyen-Âge, les papes étaient l'enjeu de puissance extérieure, de royaumes qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas pour avoir un objet d'influence sur l'Église. Pour autant, est-ce que la politique disparaît totalement? Alors, la France avait un veto, ainsi que l'Autriche, on l'a oublié. Absolument. Et je trouve qu'il y a effectivement dans la solennité et dans la fermeture au monde de ce conclave, puisque effectivement les membres de ce conclave n'auront pas accès au monde extérieur avant que nous voyions la fumée blanche sortir, je trouve qu'il y a une force sacrée et solennelle extraordinaire, et puis une continuation propre aussi quasiment aux monarchies. Vous voyez, lorsqu'on a fait les obsèques de la reine Elisabeth, on avait déjà les yeux rivés sur Charles III. C'est une forme de roue de l'histoire qui est en action permanente. Là, à peine nous avions parlé de la disparition de ce grand pape qui était François, que nous pensons tout de suite, nous disons, mais est-ce qu'il va y avoir un mouvement de balancier? Va-t-il y avoir un retour de la tradition, comme il y a eu un retour de tradition, par exemple, avec Benoît XVI suite à Jean-Paul II, puis ce pape prétendument progressiste après Benoît XVI? Est-ce que là, nous allons avoir un retour de la tradition? Est-ce que le prochain pape, ce sera un pape qui viendra plutôt de ce camp-là, ou pas? Donc, les spéculations qui sont le propre des spectateurs que nous sommes sont une chose. Moi, j'ai envie de respecter aussi ce qui se passera dans le secret de la chapelle Sixtine, dans le secret du Vatican. Je pense que ça participe aussi de la grandeur de l'Église catholique, du catholicisme romain et de son prolongement à travers les siècles, et qu'il faut respecter ce silence et attendre patiemment que sorte la fumée blanche. Ça va être dur de respecter ce silence ici, messieurs, avec vous. Voilà. Je le sens. Victor Hérault. Malheureusement, je m'étais laissé parler. On peut parler du silence. Non, écoutez, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, rien n'est écrit. Moi,
Alors le nom qui revient souvent parmi les traditionalistes, hein, c'est le cardinal Sarah. Il revient souvent dans nos bouches à nous. Moi, je pense Il aura que bientôt 80 Arnaud ans. Alibert est... il est beaucoup trop et âgé, dubitatif. c'est voilà, pas je possible. pense également Il que a passé il son n'a tour. pas toutes ses chances. Je pense aussi que l'Église n'a peut-être pas intérêt. Ce n'est pas ce n'est pas. Oh, vous avez le droit de donner votre Ce avis. que je veux moi, mais je veux dire, je pense que dans l'historicité de tout cela, l'Église n'a peut-être pas intérêt à revenir complètement, à faire un virage à 180 degrés avec ce qu'a entamé le pape François et à faire une rupture dans les réformes, mais plutôt une continuité dans les réformes, ce qui est paradoxal, mais bon. Voilà. Bon, d'ici là, nous commenterons bien évidemment, mais il est très dur de savoir à l'avance ce qui se passera. Et ce qui est intéressant avec le cardinal Sarah tout de même, hormis son âge, c'est quand même le visage. Il incarnerait quand même un pape africain, et il est vrai qu'il faut penser, nous en tant qu'Européens, à tous les visages que recouvre aujourd'hui l'Église, notamment Évidemment. l'Afrique, qui est invitée, qui est quand même la première dynamique chrétienne aujourd'hui dans le monde, c'est en Afrique, et on a du mal à s'en rendre compte ici en France, mais il faut le voir tel que c'est aujourd'hui. La religion chrétienne aujourd'hui dans le monde se développe le plus en Afrique. Et on parlait tout à l'heure de la quête d'identité. Le cardinal Sarah, lui, là-dessus, je crois, a compris une certaine angoisse des peuples européens à la disparition et à la quête d'identité. On va continuer à parler, justement, j'ai plein de questions à poser à Arnaud Alibert sur le fonctionnement, quels critères, etc. Mais juste après la pause. Il est 13h43, bon début d'après-midi avec Stéphanie Demuru sur Europe 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, c'est la dernière partie d'Europe 1, 13h avec vous Stéphanie Demuru, vos deux chroniqueurs Victor Hérault et Paul Melun et votre invité Arnaud Alibert, rédacteur en chef du journal La Croix. Et on continue nos débats passionnants sur ce qui est en train de se jouer à Rome, puisque les cardinaux du monde entier sont arrivés ce matin, première congrégation nationale, c'est ça Générale, pardon. Voilà, où beaucoup de choses se jouent. Alors, Paul Melun nous disait avec beaucoup de naïveté que, à l'époque, le conclave, en tout cas, non, c'était pas naïf à l'époque, mais ça l'est devenu, était coupé du monde et de la politique. Oui. Mais enfin, Arnaud Alibert, est-ce que vraiment les papes aujourd'hui, enfin les cardinaux, pardon, futurs papes pour l'un d'entre eux, sont coupés de la politique et notamment de la géopolitique? Alors non. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place. D'abord, tous les cardinaux ne sont pas arrivés aujourd'hui. Ce sont les Européens qui sont là. Le cardinal Aveline a pris l'avion ce matin. Le cardinal de Mongolie mettra quelques jours à venir. Donc, ils sont en train de se réunir, donc tous les jours, et plus encore après les obsèques, où là, ils seront tous là, y compris les cardinaux non électeurs. Donc tout cela, ça fait à peu près 200, 240... Non électeurs, c'est plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Qui vont donc participer au débat pour essayer de voir qu'est-ce qui est important pour l'Église. Et évidemment, au cœur de ces sujets, il y a des sujets on pourrait qualifier de politiques, qui sont relatifs aux questions de l'Église dans le monde, l'Église dans les sociétés. Avec cette question qui, à mon avis, sera majeure, c'est la question géopolitique. C'est-à-dire, quel est le point géopolitique majeur qui va être un appel pour la mission de l'Église? Est-ce que ça sera la Méditerranée, qui était un des axes du pape François, un des cailloux dans sa chaussure aussi, parce que la Méditerranée aujourd'hui reste ce qu'il a appelé un grand cimetière. Est-ce que ça sera autour de l'Europe de l'Est, la question chrétienne de l'Europe, avec deuxième caillou dans sa chaussure, la question ukrainienne et la question de l'unité. On lui a reproché d'être un peu trop tendre avec Vladimir Poutine au début. Parce qu'il a été l'homme quand même de la réconciliation, de la rencontre avec le patriarche orthodoxe de Moscou, une rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis des siècles et des siècles. Troisième possibilité, que le conclave, en tout cas la conscience de l'Église universelle, tourne autour de la question de la Chine et de l'Asie, au fond, avec tout ce que ça comporte comme défi majeur pour l'évangélisation. Donc moi, mon intuition, c'est que ce sont ces questions-là, ou alors au cœur de l'Afrique, les luttes d'influence qu'il y a entre le christianisme, l'islam, à l'intérieur des zones, les questions de rivalité. Prenez le Soudan, par exemple. Il y a aussi
des rivalités intra-chrétiennes. Donc, Oui. quel est l'élément qui va Oui, vous cristalliser la parliez conscience? d'unité, parce que mais ça va être, on se dit en vous écoutant, mon père, que ça va être compliqué parce que Très le monde compliqué. est tellement polarisé que Oui. pour aller trouver un pape qui unifie tout ça, Oui. Et n'est-ce voilà. pas, Victor Mais Hérault? D'où la critique que j'émettais tout à l'heure à l'égard de cette phrase, l'Église pour tous. Le problème, c'est que effectivement, c'est là ça. où il y a du pouvoir, il y a de la politique, Les intérêts des uns ne sont nécessairement. pas ceux des autres. Voilà, on dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut pas oublier la duplicité de cette phrase-là. Il y a le royaume des cieux, mais il y a le royaume bien terrestre, donc de la politique. Là où il peut y avoir, un défaut de politique, c'est si la personne qui détient ce pouvoir politique-là décide de l'abandonner. Et lorsqu'on dit je suis ouvert à tous et l'Église est ouverte à tous, c'est très beau sur le papier, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce que je défends face à qui? C'est quand même ça aussi la question. La tolérance est belle, la tolérance pour tous est belle, sauf qu'elle ne défend en réalité personne. Donc c'est là peut-être la question. Ce pape-là était très très attaché effectivement à la question des pauvres, à la question des migrants, mais il y a effectivement des axes géopolitiques, géostratégiques, et malheureusement on est dans un siècle où c'est ainsi, mais où même le religieux doit pouvoir prendre position et tenir ses positions, sinon il abandonne tout. C'est un chef d'État, Paul Melun, aussi, le pape. On sous-traite souvent d'ailleurs quand on évoque la diplomatie, la diplomatie du Vatican. On évoque tout le temps les États souverains qui ont une armée, qui siègent aux Nations Unies, etc. Surtout dans un monde multipolaire comme aujourd'hui extrêmement complexe, avec un conflit au Proche-Orient, un conflit aux portes de l'Europe, des prétentions territoriales en mer de Chine. Enfin, il faut quand même bien mesurer comment ce début de 21e siècle commence, c'est-à-dire dans les larmes et le sang pour beaucoup de pays du monde. On se dit, mais que vient faire la diplomatie du Saint-Père là-dedans? C'est très compliqué. Et pour autant, il y a beaucoup de choses à faire et le pape François, pour revenir un peu sur son bilan, a entrepris un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'il n'a pas terminées ou qu'il n'a pas pu concrétiser. Pour autant, il avait pris des positions sur le conflit au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, mais de fait, on voit bien aujourd'hui dans quel bourbier est la zone. Il n'y a pas de solution pour le moment. De même sur le conflit russo-ukrainien. Il y a d'autres chantiers sur lesquels il a eu un rôle positif à Cuba ou en Centrafrique. Mais là, avec plus de réussite. Avec plus de réussite. Donc, vous voyez, il faut toujours mettre les choses dans la balance et peser le pour et le contre. Mais il est vrai qu'il y a une diplomatie, je pense, de la sacralité, de l'influence, de l'éthique, de la morale, d'une morale qui peut être universelle, de la part du souverain pontife, qui n'est pas à négliger, qui est importante, une capacité, une voix à parler avec tout le monde, à dialoguer. Et ça, c'est aussi un trait commun au souverain pontife depuis fort longtemps, par-delà les conflits du monde. Et on attend aussi au tournant, si je puis dire, le prochain pape là-dessus. Parce que il y a tous ces enjeux, et vous en parliez très justement, avec différentes zones du monde sur lesquelles les enjeux sont pas les mêmes. Donc, ne serait-ce que dans l'élection du pape à venir, ce sera déjà un symbole envoyé de diplomatie, et on verra déjà si les yeux du Vatican sont tournés vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Amérique ou vers l'Europe. Et ça, c'est fondamental.